le Forum économique régional de l'Oriental et ses partenaires. Bonjour à vous tous, c'est un grand bonheur de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble dans cette belle et généreuse terre de l'Oriental, Oujda, la ville millénaire. C'est l'une des plus anciennes villes. Au nord, nous avons la province de Berkane, à l'ouest, celle de Taourit, au sud, la province de Jarada et enfin à l'est, l'Algérie, à quelques petits mètres d'ici. Cette situation géographique pour le moins parfaite, naturelle, fait par conséquent de la ville millénaire un vrai carrefour intra-maghrébin. Que dire de cette région de l'Oriental, de sa contribution à créer de la valeur ajoutée, qui plus est au niveau mondial. Beaucoup de choses en réalité, c'est pour cela que j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter Madame Kirman Hassani, directrice générale marketing, communication et animation, et Madame Wissam Rbigui, chef des aménagements et de la promotion des investissements touristiques à la direction régionale du tourisme de l'Oriental. Merci beaucoup, Madame. Et j'ai le plaisir également de recevoir Si Marwan Ranimi, directeur général délégué de Machik Ahmed à Nador. Merci beaucoup, Si Ranimi. Alors, à tout seigneur, tout honneur, honneur aux dames. Je commence par Madame Rbigui. Le développement, d'une manière générale, le développement économique surtout, on le sait, ce n'est pas seulement affaire d'infrastructures, les autoroutes, on en a parlé tout à l'heure durant l'intervention, en tout cas des deux panels, il y a un instant, animé par notre collègue Rizlan Ramzi. On le disait, tout cela, effectivement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant de manière générale. Et pour créer un développement, il faut aussi impérativement améliorer le climat des affaires. Ça, c'est une chose. Créer, là aussi, une sorte de soudure, d'alchimie d'une manière générale. Comment présenter aujourd'hui l'économie de la région de l'Oriental et comment rendre cette région beaucoup plus attirante, beaucoup plus attractive? Merci, Monsieur Chaïb Hamadi. Je suis honorée d'être aujourd'hui parmi vous dans cette nouvelle édition de ce forum économique. Donc, en ce qui concerne le tourisme dans la région de l'Oriental, comme vous savez, c'est un territoire qui connaît actuellement une dynamique très importante, notamment avec la présence de nombreux atouts dans la région en regorge. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes aujourd'hui à travers la réalisation en fin 2024 d'à peu près 320 000 arrivées et 800 000 nuitées. Et puis la réalisation de 140 000 lits en fin 2024, avec une hausse d'à peu près 23%. Donc c'était un chiffre dont nous sommes tous fiers. Donc pour l'aérien, on a pu réaliser 1 million de passagers au niveau des aéroports de Oujda Engued et Nador, avec également une hausse d'à peu près 13% pour l'aéroport de Oujda Engued et 3% pour l'aéroport de Nador. Donc, c'est pour vous dire que le territoire connaît actuellement une dynamique très importante à travers, bien sûr, la présence d'une offre balnéaire consolidée ici, et puis la diversification d'une offre hôtelière également importante et diversifiée. Et puis un saut qualitatif, notamment en termes de développement des zones d'émission qui existent au niveau de la région, à savoir la nouvelle station touristique de Seydia et puis la station Marchika. Et puis, bien sûr, l'accessibilité, la connectivité que connaît actuellement la zone à travers la création de nouvelles lignes aériennes domestiques et des lignes également internationales. Et puis, sans parler de l'évolution des investissements publics et privés en permanence dans la région. Et puis,
pardon, et puis un potentiel très important au niveau de l'arrière-pays de la station de Saïdia, notamment le monde de Bniznazen, la province de Figig et puis Oujda. Donc, pour consolider, capitaliser sur tout ce qui a été fait dans le secteur, et puis pour consolider ce travail, le département du tourisme a mis en place une feuille de route pour le développement du tourisme. Donc, cette feuille de route vise à créer, à générer des recettes qui peuvent aller jusqu'à 4 milliards de dirhams à l'horizon de 2030. Et puis la création aussi de 120 000 lits additionnels à l'horizon 2026. Et également, on vise à attirer 1 million de touristes à l'horizon 2030, rien que pour la région de l'Oriental. Donc, pour réussir justement cette feuille de route, il a été décidé de créer on les a appelés des laboratoires d'impulsion. Donc, ces laboratoires d'impulsion vont regrouper tous les intervenants économiques et touristiques de la région, publics et privés, pour justement adapter l'offre touristique aux besoins des touristes nationaux et internationaux, et pour arriver à adapter l'offre existante aux besoins justement pour que ça soit une offre personnalisée. Voilà. Voilà. Alors on voit effectivement quelque part, elle vous a un tout petit peu envoyé la balle. Vous avez une bien lourde responsabilité. Madame Hassani, je rappelle que vous êtes directrice marketing, communication et animation auprès de la Société de développement de Saïdia. En un mot, comment présenter cette société que vous dirigez aujourd'hui? Alors merci pour cette invitation. Tout d'abord, donc la Société de développement de Saïdia, c'est une filiale qui est portée par 2 actionnaires, donc Itmar et Madaef, qui est un actionnaire majoritaire, et bien évidemment, nous sommes une filiale de la CDG. Donc, la raison d'être de cette société, comme son nom l'indique, c'est de développer cette station, c'est de valoriser donc cette station à travers la valorisation des terrains nus, mais aussi de ramener de la valeur ajoutée des investisseurs et créer bien évidemment de l'emploi et de l'attractivité au niveau de cette destination. Tout à l'heure, on a parlé longuement, en fait, tous les intervenants, en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que tous les intervenants, ils ont cité le discours donc, de Sa Majesté de 2003. Donc, c'est un discours qui a marqué toute une génération. Et ce discours, c'est un petit peu aujourd'hui notre moteur, la chose qui nous anime. La feuille de route. Effectivement. Et moi, je rajouterais à ça quelque chose qui est un effet marquant pour la station touristique de Saïdia, qui est aujourd'hui, qui a été inaugurée par Sa Majesté en 2009. C'est la seule station et c'est la première station qui fait partie du plan Azur. Donc ça, c'est quelque chose que nous portons avec fierté. C'est une lourde responsabilité. Il y a beaucoup de défis, effectivement, mais ces défis nourrissent justement notre ambition et c'est ce qui nous permet, nous, on le prend comme un challenge, comme un véritable challenge. Alors, je rebondis effectivement sur ce que a dit ma collègue par rapport à la feuille de route du tourisme. Donc, effectivement, depuis 2023, donc la feuille de route qui a été lancée 2023-2026, c'est une feuille de route aujourd'hui. Comme l'a cité Madame la ministre de Tourisme, Madame Ammour, donc Saïdia, aujourd'hui, c'est la locomotive du développement touristique de toute la région de l'Oriental. Et on en est conscient. Donc nous, on a travaillé sur les guidelines et les directives de cette feuille de route, mais on ne s'est pas arrêté à ça, puisque, comme vous le savez, la feuille de route, elle a clusterisé un petit peu toutes les régions du royaume en fonction de ce qu'elle offre comme potentialité naturelle. Et bien évidemment, Saïdia, c'est du Beach and Sun, donc on est dans le cluster Beach and Sun. On a la chance d'avoir de belles plages, 14 km de plage avec du sable fin, avec beaucoup d'atouts, mais
on ne s'est pas arrêté à ça parce que cette offre-là, normalement, c'est une offre qui répond à un besoin estival. Et nous, au niveau de la société de développement de Saïdia, notre devise, c'est combattre la saisonnalité. C'est de ne plus rester dans la saisonnalité. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et pourtant, voilà, l'atout premier, c'est la Méditerranée, par rapport à ce que les 2 tiers, en tout cas, du littoral marocain atlantique. Mais malheureusement, encore une fois, on reste ici à ce niveau-là, au niveau de la saisonnalité, comme vous dites. Que faire pour pouvoir sortir de cette problématique? Alors, tout d'abord, il a fallu prendre une décision assez audacieuse et courageuse. Et la société de développement de Saïdia a pu le faire, puisqu'on est quand même adossé à un grand groupe. On a maintenu un hôtel ouvert toute l'année, donc à partir de 2022. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'offres touristiques et de développement touristique si on n'a pas de structure hôtelière qui va accueillir ces touristes. Donc, effectivement, les hôteliers qui sont peut-être là connaissent ce que ça veut dire de garder un hôtel avec des charges, etc. toute l'année, mais on l'a fait parce que il faut oser des fois, il faut prendre des décisions et attendre les résultats. Parce que si on se met à dire que voilà, il faut attendre le business pour prendre ce genre d'action, ben non, le business va venir parce que nous, on est là et on est ouvert et on est là prêt à les accueillir. Ce qui a permis aussi de garder une main-d'œuvre pérenne et permanente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a du personnel qualifié puisqu'ils sont là toute l'année, donc ça c'est très important pour l'expérience de client. Donc au-delà des infrastructures, il faut une vraie qualité de service. Et donc comme je disais tout à l'heure, on a complété ce positionnement Beach & Sun par un positionnement aujourd'hui sportif. On fait beaucoup de maïs et du bien-être. Sportif, vous le savez tous, on a eu la chance d'accueillir pas mal d'équipes de foot, les îles Comores, Libye, le Mali. Et ce qui est réconfortant, c'est que ces équipes, initialement, elles étaient venues pour disputer des matchs. Mais elles sont revenues pour des concentrations. Et ça prouve qu'aujourd'hui, on a une offre attractive, on les intéresse, et ils ont trouvé leur bonheur au niveau de nos stations. Donc, on a des infrastructures, on a le Centre fédéral de foot, mais on a aussi une vision portée par le ministère, mais aussi par la région, par tous les acteurs, par le CERI, etc. Un grand projet qui est le corridor sportif qui verra le jour, bien évidemment, dans le cadre de la feuille de route, qui va venir réconforter ce positionnement sportif. Et on s'appuie beaucoup sur de l'événementiel. Donc, depuis le mois de janvier, on a accueilli des événements, des Coupes du Monde, en partant par le snooker, Coupe du Monde de snooker. On a accueilli. Le snooker, c'est quoi ça? Qui connaît le snooker? Voilà, je pense que les messieurs sont plus renseignés, beaucoup mieux renseignés que moi, mais voilà, c'est un sport, bizarrement, j'ai découvert à travers cette compétition que la région de l'Oriental, elle regorge de talents, justement, et de pratiquants de ce sport. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur les différentes offres touristiques qu'offre cette région. On va donner la parole à Siranimi et Marwan Ghanimi, directeur général délégué de Marchika Med, donc du côté de Nador. Nador, à combien de kilomètres d'ici? Pratiquement une 160 à peu près, me semble-t-il, moins, plus. Bon, au niveau du kilométrage, on verra dans un instant. Alors, justement, l'aménagement justement de la lagune de Marchika qui a été inauguré en 2008 par Sa Majesté. La question que je vous pose, effectivement, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui au niveau de cette lagune écotouristique, c'est bien ça, et autour duquel gravite pratiquement cette zone touristique qui devrait être normalement encore aménagée dans un très proche avenir. Merci Sehmedi, et merci pour l'invitation. Merci à tous les organisateurs de ce forum qui, je pense, concerne une thématique en tout cas qui est très importante pour une région qui est aujourd'hui en pleine métamorphose pour plusieurs facteurs et qui est en train de connaître une dynamique qui, je pense, va donner ses fruits au cours des 10 prochaines années et qui va réellement métamorphoser toute la région de l'Oriental. Alors, pour revenir à votre question, bon, déjà, Nador, on est à quelques encablures d'ici, on est à 80 km à peu près, donc 1 heure de route.
de Saïdia. Et par rapport au projet d'aménagement et de valorisation du site de la lagune de Marfika, qui effectivement a connu son démarrage sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Lainsro, et qui incarne en fait toute la vision royale pour le développement de cette région, en pensant justement à des projets qui pourraient être des catalyseurs de développement et des locomotives pour le développement de toute la région. Alors, le projet d'aménagement de la lagune de Marfika n'est pas un projet de création de stations touristiques. C'est un projet polymorphe, multidisciplinaire, et c'est avant tout un projet d'aménagement du territoire. Et c'est pour ça que la temporalité dans ce genre de projet ne se mesure pas à l'année, mais plutôt à la décennie. On est en train de parler d'un site qui fait 19 000 hectares, à peu près 7 000 hectares de terre et 12 000 hectares de plans d'eau. Je dis 12 000 hectares de plans d'eau parce que c'est un sujet aussi, parce que la gestion du plan d'eau incombe aussi à l'agence Marfika qui a été créée pour piloter et mener à bien ce projet. Et c'est effectivement un sujet qui est tout aussi complexe que l'aménagement de la partie terrestre de ce projet. En termes de mise en œuvre, donc on va dire qu'il y a une première phase, donc un premier programme qui a été signé avec l'État et pour un investissement global de 3 milliards de dirhams et qui a été mené à terme, avec des résultats qui, je pense, sont extrêmement honorables et importants et qui ont réellement métamorphosé la face de la ville de Nador, à commencer d'abord par un travail incroyable de dépollution de la lagune. Je pense que les gens qui connaissaient Nador il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, et même les habitants de Nador peuvent témoigner de la transformation qu'a connue cette ville, ne serait-ce que par le fait de la dépollution de la lagune. Quelle est la spécificité justement de cette lagune? Alors, la lagune de Marfika, c'est la deuxième plus grande lagune au monde après Venise. Elle a une particularité écologique et environnementale exceptionnelle. Elle est classée, c'est un site qui est classé Ramsar, qui est classé CIB. Il y a une faune et une flore exceptionnelles, donc qui caractérisent cette lagune-là. Et justement, les travaux de dépollution qui ont été faits, qui ont quand même permis d'extraire 4000 tonnes de déchets, et c'est pas rien, de cette lagune-là, ont permis justement une régénération de la faune et de la flore locale. Il y a un parc ornithologique qui a été... la réapparition certainement de certaines espèces. Bien sûr, qui sont revenus dans leur écosystème naturel, donc ils l'avaient abandonné du fait du taux élevé de pollution qu'avait atteint la lagune, et qui sont naturellement revenus dès que les équilibres écologiques de cet écosystème ont été rétablis. L'agence Marfika, d'ailleurs, compte à son actif une réalisation importante, qui est le parc ornithologique, qui a été réalisé et qui a permis aujourd'hui, on recense à peu près plus de 150 espèces d'oiseaux qui sont revenus dans cet habitat naturel qu'ils avaient déserté. Ensuite, il y a bien évidemment toute une composante qui est liée au volet urbanistique, parce que comme je disais, le projet d'aménagement de la lagune, c'est un projet polymorphe et qui ne concerne pas que le volet touristique. Il y a bien sûr un volet environnemental, écologique, biodiversité, il y a un volet urbanisme et aménagement du territoire, puisque l'agence Marfika agit sur ce territoire-là en tant qu'agence urbaine et en tant que commune, donc elle cumule les deux fonctions. Elle a réalisé, elle a élaboré et mis en œuvre pendant 10 ans le premier plan d'aménagement spécial de la zone Marfika. Il y a une composante, bien sûr, développement touristique et immobilier, et ça qui est porté aujourd'hui par la filiale Marfika Med, justement, donc que je représente aujourd'hui, qui est une filiale de l'agence. Et il y a bien évidemment tout le volet développement et requalification urbaine, ça j'en parle aussi parce que c'est un volet qui est important. Un certain nombre de quartiers non réglementaires de la ville de Nador ont été restructurés, requalifiés. Et il y a une composante bien évidemment de développement économique et social sur laquelle l'agence joue et essaie de jouer en tout cas un rôle important avec le développement d'un certain nombre d'activités et de micro-activités génératrices de revenus pour une catégorie de la population qui est assez spécifique. Donc ça, si vous voulez, c'est la grande phase qui a permis la réalisation de toutes les infrastructures, les travaux de dépollution et l'amorce des premiers développements immobiliers et touristiques avec la réalisation notamment de 4 projets immobiliers donc par la société Marfika Med, un parcours de golf adossé à une académie et une grande infrastructure hôtelière qui est le Marfika Lagoon Resort, qui est le premier hôtel de la cité d'Atalayoun.
Alors, pour revenir à votre question qui concerne le développement des 7 cités, donc effectivement, le projet tel qu'il a été présenté à Sa Majesté l'Ainsro en 2007 prévoyait la réalisation de 7 cités thématiques. Pas forcément sur des thématiques purement touristiques, hein, puisqu'on était sur des sujets très diversifiés. On avait la cité d'Atalayoun qui était le resort immobilier et touristique par excellence, avec la cité des Deux Mers, bien entendu, mais qui est un site assez exceptionnel. Donc c'est un projet qui doit se déployer sur le cordon dunaire, au niveau de la passe, donc qui a été créé pour justement permettre la régénération des eaux. Et ensuite, on a des thématiques comme le Marchika Sport, qui était une composante qui avait une vocation essentiellement sportive, comme le rappelle son nom. Les vergers de Marchika, qui avaient justement cette connotation de promouvoir et de développer des activités économiques pour une certaine catégorie de la population. Et aussi la baie des Flamands et la nouvelle cité de Beninsar. Alors, en termes de réalisation, c'est vrai qu'il y a un certain, on va dire, décalage qui s'est produit dans le temps, mais je pense qu'il est tout à fait naturel sur l'ampleur et la durée de vie de ce type de projet. Le développement de la cité d'Atalayoun a été entamé en 2013. Je pense que les réalisations qui ont été faites jusqu'à présent sont tout à fait satisfaisantes. Elles répondent parfaitement à l'objectif initial. Aujourd'hui, on a une volonté au sein de Marchika Med d'accélérer la mise en œuvre de ce programme, parce qu'il est temps on va dire de pousser les développements un peu plus loin pour pouvoir s'attaquer à d'autres sites, justement, donc parmi les 7 cités que vous avez citées. Et aujourd'hui, Marchika Med est en train d'opérer un repositionnement stratégique dans lequel elle ne se positionne plus en tant que développeur, pur et dur, mais plutôt en tant qu'aménageur-développeur dans une sorte de formule hybride dans laquelle on fait appel aujourd'hui aux investisseurs privés pour nous accompagner dans le développement et la réalisation d'un certain nombre de composantes importantes du projet. C'est ce qu'on a fait par exemple au début de l'année 2025, où la société a lancé 7 appels à projets ouverts pour la réalisation de 7 projets au sein de la cité, et qui ont, alhamdoulilah, connu un grand succès, puisqu'on a réussi à travers ces appels à projets aujourd'hui à positionner 3 projets importants, 3 projets résidentiels importants. Et je pense que ça répond un peu à cette thématique aujourd'hui de ce forum, qui est l'investissement et l'attractivité, parce que ça dénote aujourd'hui de l'attractivité de ce territoire. Voilà. Et qu'aujourd'hui, la région de l'Oriental commence à intéresser des opérateurs d'autres régions et d'autres villes du Maroc, puisque sur les 3 groupements d'investisseurs qui ont été retenus, 2 sont de Casablanca. Alors, à propos justement d'investissement, là je me tourne vers vous, Wissam Arbigui. Voilà, la région de Nador, pour rester toujours dans cette région, regorge de zones incroyables, touristiques, qui ne demandent qu'à être développées. Justement, en matière de développement, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a un intérêt qui se focalise sur cette région, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de Saïdia? Est-ce que la réflexion se fait, et de quelle manière, pour pouvoir accompagner cette stratégie qui a été développée il y a un instant? Oui, justement, donc pour le plan de relance du secteur du tourisme dans la région de l'Oriental, on se focalise surtout sur l'arrière-pays de la station de Saïdia. Tout ce qui est province de Nador, Figuig, les monts de Bnisnesen, donc pour justement créer une offre de produits intégrés qui peut satisfaire une chaîne de valeur touristique, partant du produit touristique jusqu'à passant par les circuits touristiques pour arriver à l'animation. Donc justement, c'est ce plan de relance du secteur du tourisme vise actuellement à améliorer cette chaîne de valeur touristique, notamment par la création de nouveaux circuits touristiques dans l'arrière-pays, et puis par la diversification de l'animation présentée au niveau du territoire, et puis aussi par la création d'une campagne de publicité autour du territoire touristique de la région, et puis aussi par l'amélioration des indicateurs taux d'occupation et durée moyenne de séjour. Donc on vise à améliorer surtout ces indicateurs
Et puis la mise en place d'un écosystème PME, TPE, auto-entrepreneurs. Et puis, bien sûr, l'amélioration de l'offre de l'aérien au niveau de la zone. Donc, tous ces indicateurs vont permettre à réussir ce plan de relance pour justement revenir toujours à l'objectif de créer une offre intégrée et pas seulement se focaliser sur une seule zone dans la région. Voilà, d'où on sent quand même l'impératif de communiquer. Ça, c'est très important. Il y a effectivement des campagnes de sensibilisation, j'imagine. Est-ce qu'il existe, et là je me tourne vers vous, Madame Hassani, est-ce qu'il existe des résultats maintenant tangibles au niveau peut-être un peu de cet écho qu'auraient pu avoir un peu les campagnes de sensibilisation pour l'attractivité en tout cas de cette région? Est-ce que cela change quelque peu la donne pour faire ressortir justement cette région de ce problème de saisonnalité dont on parlait il y a un instant? Voilà, la faire découvrir pratiquement tout le long de l'année, pourquoi pas? Oui, complètement. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est passé de la période des promesses à la période des résultats. Donc, les résultats sont là. Je me réfère toujours à notre ministère de tutelle qui est le ministère du Tourisme. Les chiffres du premier trimestre des 4 premiers mois sont juste incroyables et ces chiffres-là sont confirmés au niveau de la région de l'Oriental puisqu'on a enregistré plus de 40% de hausse en termes de nuitées et en termes d'arrivées. Et si on fait un zoom, donc on est sur plus de 70% de hausse au niveau de Saïdia. Donc aujourd'hui, tout ça... Hors saison? Hors saison, bien évidemment. Donc là, on parle du premier trimestre, les 4 premiers mois de 2025. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le train est en marche, la dynamique, elle est là. Et en termes de communication, ce qu'on a fait récemment, on a lancé un stand itinérant. Donc on est parti vers les gens. Parce que je pense que le contact, malgré qu'on est dans l'ère de la digitalisation, mais le contact reste très très important, le contact humain. Donc on est parti dans les grands malls, Rabat, Casa, Marrakech et Fès. On est parti avec des offres concrètes pour dire à ces gens-là, venez à Saïdia. Si vous ne la connaissez pas, voilà ce qu'offre Saïdia. Et quand on parle de Saïdia toujours, on porte un message de région. Parce qu'on ne peut pas vendre que du balnéaire. Et quand on fait des événements qui vont au-delà de la station. Ils vont même jusqu'à Marchika. Mais que leur dites-vous justement à ces investisseurs? Je suis un investisseur potentiel. Que me dites-vous pour me convaincre et m'installer ici? C'est les promoteurs d'événements. Quand ils viennent, je parle des promoteurs d'événements, quand ils viennent, ils voient tout le potentiel, la facilité qu'ils ont à organiser un événement. Il y a une circulation hyper fluide en hors-saison, sur les ailes de saison. Il y a de la sécurité. Les autorités sont très coopératives dans ce cadre-là. Et aussi, il y a une multitude de paysages et de technicités qu'offre la région. Quand on parle de triathlon, quand on parle du RedMed. Le RedMed, c'est un événement qui va au-delà de la station, qui va vers les Tefourelt, Zigzil, qui va vers la station de Marchika. Tout ça pour montrer, pour nous, un événement, c'est toujours une opportunité, une fenêtre de communication, mais aussi une opportunité pour montrer dans un laps de temps tout le potentiel qu'offre la région de l'Oriental. Et c'est cette diversité-là et cette richesse qui fait la force et la particularité de cette région et de cette station. Là aussi, c'est vrai qu'il existe tout un projet magnifique, grandiose qui est en train de se préparer dans cette région. Mais qu'en est-il un peu de cette liaison, ne serait-ce qu'avec la région de l'Oriental ici? On a parlé tout à l'heure, durant les 2 premiers panels, de circuits ferroviaires, routiers. Est-ce que c'est suffisant, en tout cas, pour désenclaver cette région? Le premier réflexe serait de dire c'est jamais suffisant. Ouais. Parce qu'on a toujours besoin d'améliorer la connectivité d'un territoire. Et la connectivité, c'est forcément quelque chose de très important pour renforcer l'attractivité d'un territoire, ne serait-ce que pour rester dans la thématique de la journée. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait, qui est important, il ne faut pas le négliger, qui continue de se faire. Je pense que la réalisation la finalisation bientôt de l'axe autoroutier Guersif-Nador va permettre de renforcer la connectivité de la ville et de la région à l'axe autoroutier
on va dire, Fès Casablanca ou Fès Marrakech, pour aller un peu plus loin. Sur l'aérien, il y a des efforts qui sont faits, c'est incontestable. Je pense que il y a aujourd'hui une nouvelle ligne Rabat-Nador qui a été créée, qui est desservie par la compagnie Air Arabia. C'est bien, mais ça reste insuffisant, je pense. Aujourd'hui, l'aéroport de Nador, en tout cas, que je connais peut-être plus que celui d'Oujda. Et c'est vrai que c'est une région qui est quand même assez rare ici au Maroc à posséder pratiquement deux aéroports internationaux. Oui. Ouais. Et c'est un aéroport qui est mieux connecté à l'Europe qu'au Maroc. Et je pense qu'il y a un réel travail à faire à ce niveau-là pour renforcer justement cette connectivité qui permettrait aux Marocains tout simplement de venir découvrir cette région qu'ils ne connaissent pas forcément ou qui le connaissent mal la plupart du temps. Sur le travail, on va dire, de synergie qui est à déployer, je pense, d'ailleurs, qu'il faut saluer aussi le travail qui est fait par la SDS et qui est non négligeable. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été rappelées là et qui ont vraiment... Vous travaillez ensemble sur certains projets ? Pour l'instant, non, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place et de développer. Je pense que c'est important de le faire parce que je pense qu'aujourd'hui, le défi majeur pour la région de l'Oriental, c'est de définir une marque. Et je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui un produit touristique de l'Oriental. Il ne faut pas que ce soit Saïdia, soit Marchika, je pense qu'il faut qu'il y ait un produit commun pour lequel on travaille tous et vers lequel tous nos efforts convergent. Si on prend par exemple d'autres exemples à l'échelle du Maroc, on peut prendre aujourd'hui Dakhla est une marque à part entière. Je parle au niveau du tourisme international, pas uniquement national. Tarazout aussi. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à créer quelque chose de similaire où on serait sur un positionnement et qu'on ait une identité touristique forte pour cette région-là et qui soit portée par l'ensemble des atouts qu'offre cette région. Bien entendu, il y a Saïdia qui a aujourd'hui toutes les infrastructures nécessaires pour le faire. Aujourd'hui, au niveau de Marchika, on essaie aussi de développer ce secteur-là, avec peut-être une vocation différente, parce que je pense qu'il y a aussi une diversité à rechercher dans cette offre qu'on a envie de produire. Je pense que le site de Marchika se prête plus à on va dire une vocation un peu plus écotouristique, plus portée sur le développement durable, compte tenu justement des potentialités naturelles et environnementales qu'offre la lagune. Il y a aussi un positionnement bien-être qu'il faut rechercher. En tout cas, ça, c'est des axes sur lesquels nous, on travaille. Mais c'est sûr qu'il y a aujourd'hui des synergies à mettre en place avec Saïdia. Il y a aussi le golf, d'ailleurs, qui aussi est un atout majeur. On avait tenu il y a quelques semaines, à l'initiative de la Fédération royale marocaine de golf et de l'ONMT, une conférence similaire sur le repositionnement, en tout cas le positionnement du Maroc en tant que destination golfique. Je pense qu'aussi il y a un travail à faire à ce niveau-là. Saïdia dispose de 2 parcours de golf. On a Fès qui, une fois que le tronçon d'autoroute sera achevé, sera à 2 heures et qui offre aussi un parcours. On a le parcours de Marchika qui est adossé à une académie de golf qui est dotée de l'ensemble des équipements techniques nécessaires et qui peut servir de base. Et je pense qu'il y a une offre aujourd'hui à essayer de construire ensemble à ce niveau-là. La plaisance aussi est un sujet. Il y a une marina Saïdia, on a une marina avec un projet de développement d'autres marinas au niveau de Nador. Et je pense que ce sont tous des segments touristiques qui sont très porteurs et qui ont énormément d'avenir, que ce soit le golf, que ce soit la plaisance. Et je pense que en essayant de consolider et de créer quelque chose de commun, je pense qu'on arrivera à atteindre dans quelques années ces objectifs-là. Madame Hassani, vous souhaitez réagir? Je voudrais d'ailleurs vous poser juste une question, ne serait-ce que complémentaire à ce qui a été dit. Pourquoi on a l'impression, cette fâcheuse impression, que le tourisme offert ici, proposé ici dans la région de l'Oriental est différent du tourisme que l'on connaît généralement ici au Maroc? Tout le monde pense à Marrakech, par exemple, tourisme de masse. Pourquoi il y a cette espèce de différence? Pourquoi on a l'impression que le Marocain, quelque part, n'est pas interpellé? Qui pourrait me répondre? Alors, je veux juste rebondir ce qui a été dit. Donc, merci beaucoup déjà pour ces éloges. Et je tiens à confirmer que nous sommes en pleine discussion donc, pour un partenariat avec Marchika. Et ça, c'est quelque chose qui est évident pour nous. Comme je l'ai dit, on est déjà sur des événements qui impliquent toute la région, dont Marchika. Le golf, ça m'a interpellée parce qu'effectivement, c'est une niche et sur laquelle nous avons longuement travaillé et qui a porté ses fruits.
grâce à la connectivité aérienne. Nous, on est très contents d'avoir justement beaucoup de vols qui ont été développés vers l'Europe. Donc, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande et la France. Et bien évidemment, il reste encore des choses à faire. On attend avec impatience le Royaume-Uni parce que ça regorge de golfeurs. Donc, la Chine, les Chinois. Les Chinois, je pense qu'ils sont plus tentés par la culture. Hein. Donc, je pense qu'on va les laisser pour Fès. Non, mais on va se concentrer sur on va faire ce qui est déjà faisable. Il ne faut pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre. Exactement. Exactement, mais on peut effectivement, bon, les Chinois quand ils viennent pas pour une semaine, quand ils viennent minimum pour 2 semaines si ce n'est plus, et ils adorent voyager, ça les dérange pas de prendre l'autocar et de faire 300 bornes pour explorer une autre ville, donc pourquoi pas créer des synergies avec Fès, bien évidemment. Mais je parlais du golf, donc nous, ce qui est bien, c'est que plus on a de golf, plus on a de golfeurs. C'est-à-dire que là, vraiment, il faut multiplier les terrains de golf pour avoir, la preuve en est, Marrakech aujourd'hui, c'est la terre de golf par excellence, parce que justement, avec ses 14 golfs, elle a réussi quand même à avoir une marque de destination golfique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 parcours de golf qui sont complètement différents, un qui est très challenging, qui est le golfe des lacs, et le deuxième, le golfe Tillel. D'ailleurs, nous avons accueilli récemment le premier tournoi du Ladies European Tour Access Series. En fait, c'est un tournoi professionnel de filles, de prouettes. Plus de 100 prouettes étaient réunies au mois d'avril, 25 nationalités, et c'était une première. C'est la première fois que ça a été délocalisé en Afrique, et ça a été à Saïdia. Donc ce genre d'événement à rayonnement international, ça permet au moins de situer la région aux yeux des touristes. Et un rayonnement national. Qu'est-ce qui est dit, ne serait-ce que pour revenir au tourisme de masse dont je parlais tout à l'heure, golf, depuis tout à l'heure. Voilà, où est-ce que nous en sommes au niveau du tourisme offert aux familles marocaines, d'autant plus que j'ai en mémoire, il y a quelques années de cela, Saïdia, c'était le Festival du Rail. Oui. C'était le rendez-vous par excellence. Les gens se déplaçaient volontairement et volontiers pour ce genre de rendez-vous. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va dire pour les nationaux, d'ailleurs, l'offre, pour revenir à l'offre aérienne, moi je dirais que les familles aujourd'hui, les familles marocaines se déplacent plus en voiture. On le fait tous avec les enfants, etc. On est plus à l'aise et on est plus indépendant, je dirais. Donc déjà les axes routiers, je pense qu'aujourd'hui on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, c'est un problème plutôt psychique. Aujourd'hui, c'est le message qui est... Ça me rappelle une réflexion que vous m'avez faite il y a un instant, avant la discussion. L'Ostad Ranimi me disait que quand on propose des déplacements pour venir ici, par rapport à Agadir, les gens disent quand même on préfère Agadir, c'est moins loin, alors que c'est la même distance en fait entre Casablanca et ici et Casablanca et Agadir. Voilà, qu'est-ce qui fait cette dichotomie, cette différence-là ? Pourquoi cette espèce d'hésitation Parce que quand même Agadir c'est une destination qui est affirmée, on ne peut pas se comparer à Agadir. Agadir et Marrakech, donc Marrakech par excellence, elle est secondée par Agadir. Aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser, c'est-à-dire que dans l'esprit des gens, Agadir, elle est déjà positionnée. Pour Saïdia, effectivement, déjà Saïdia, elle est connue par les gens de la région, les gens qui sont originaires, qui reviennent pour passer leurs vacances dans la région, mais aussi les éméreux. Et les éméreux, il ne faut pas les négliger. Il faut savoir que 20% des éméreux viennent dans la région de l'Oriental. Et ça, c'est un chiffre à ne pas négliger, c'est-à-dire déjà, rien qu'avec nos éméreux qui reviennent aujourd'hui, si on arrive à les fidéliser avec une offre, avec des festivals, avec des choses aujourd'hui qui vont positionner. C'est des MRE quand même originaires du pays, j'imagine. Oui. C'est surtout ça. Oui, mais aujourd'hui, on n'arrive pas, c'est-à-dire qu'on a 2 millions qui viennent l'été, mais on ne les voit pas. Ils viennent parce qu'il y a une attache familiale, et puis par la suite, je pense qu'ils doivent aller ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on ne les retrouve pas. Au niveau de notre région. On aimerait bien les garder. La plaisance est aussi un point très essentiel. L'année dernière, nous avons organisé une grande régate qui a mis en lumière tout le potentiel de nos marinas. Mais moi, je reste convaincue que pour la diaspora marocaine, aujourd'hui, l'offre, elle est là. Nous,
on a senti quand même un changement post-Covid. Je pense qu'après le Covid, tout le monde avait envie de découvrir les régions du royaume parce qu'il y avait une lourdeur administrative pour les visas, etc., pour les déplacements à l'étranger, ce qui a fait que beaucoup de Marocains sont venus découvrir la région d'El Saïdia, la station de Saïdia. Donc ça a eu un impact positif. Et je dirais que aujourd'hui, si on parle de Saïdia, on est sur du premium accessible. On n'est pas sur du luxe. Et les gens, quand ils viennent, il y a une certaine authenticité. La région, elle a quand même réussi à garder ce cachet, cette authenticité qui aujourd'hui se perd, et ce côté aussi naturel, ce côté sauvage. On a parlé du site Ramsar, du CIB, etc. On est également adossé à un site, le site de Mlouia, qui est fabuleux. On est aussi sur la labellisation de la Green Destinations. Donc et puis, on a des plages qui sont labellisées pavillon bleu depuis une décennie. Donc, c'est quelque chose, quand même, aujourd'hui, de valorisant. C'est un gage de qualité pour les estivants. Et puis, tout le monde, finalement, trouve son compte. Donc, au niveau de l'offre qui est existante au niveau de la station. Siranimi, allez-y, je crois que vous avez quelque chose à ajouter au niveau peut-être du tourisme de masse. Peut-être en complément, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de rivaliser avec des stations qui ont plusieurs décennies d'existence, comme Agadir ou même Marrakech, ça c'est sûr. Maintenant, ça n'excuse quand même pas que des gens ne fassent même pas l'effort de venir une fois. Donc il y a quand même quelque chose, je pense, il y a un travail à faire, même au niveau national, je pense, de promotion de cette destination. Après, pour répondre peut-être de manière un peu plus précise à votre question, Assi Hamadi, il y a aussi des spécificités culturelles qui caractérisent la région. Et je pense que dans le cadre de ce contexte-là, c'est des fois peut-être plus difficile d'offrir le même type d'animation et d'attraction qui peut attirer des gens qui vont plus s'orienter vers Marrakech ou vers Agadir. Et je pense que là, il y a aussi peut-être des leviers à activer pour essayer de créer un écosystème qui permettrait d'attirer une autre catégorie de clientèle et de touristes aussi bien nationaux qu'internationaux d'ailleurs. Voilà, donc c'était par rapport à ça, c'était la précision que je voulais apporter. Donc, je voulais juste, j'ai lu quelque part que justement l'aménagement du site de la lagune qui inspire énormément de pays africains. Il y a la Côte d'Ivoire, par exemple, qui aimerait bien avoir une sorte de site comme celui-ci du côté de Cocody, à Abidjan. Est-ce que vous avez des éclaircissements à nous donner à ce sujet-là? Oui, alors bon, sur ce sujet, je pense que c'est Elie qui m'accompagne aujourd'hui et qui est directeur développement stratégie au sein de Marchik Ahmed, aurait peut-être plus de choses à dire parce qu'il a longtemps accompagné ce projet en Afrique. Mais en tout cas, oui, effectivement, alors encore une fois, l'intervention de Marchik Ahmed en Afrique, elle traduit encore une fois la vision de Sa Majesté d'instaurer une véritable coopération sud-sud et que les compétences africaines soient aussi mises au service du développement du continent africain. Je pense que le modèle de développement qui a été mis en place pour un certain nombre de projets au niveau du Maroc, donc que ce soit le projet d'aménagement du Bourg-Greg à Rabat ou le projet d'aménagement de la lagune de Marchika à Nador, ont séduit un certain nombre de pays qui ont aussi des problématiques similaires sur un certain nombre d'environnements qui partagent les mêmes problématiques que ce site-là. Donc, c'était le cas notamment du site de la baie de Cocody au niveau d'Abidjan. Et suite à une impulsion, encore une fois, de Sa Majesté, il y a une structure qui a été créée, donc qui est la Marchik Ahmed Africa, et qui a en fait transposé en fait le modèle qui a été mis en place pour l'aménagement de la lagune de Marchika au niveau d'Abidjan. Et je pense que c'est aussi un projet qui a eu énormément de succès. Donc la première phase d'aménagement a été achevée avec des travaux de dépollution importants, des travaux d'infrastructure importants, la préparation des plateformes au développement. Donc on a un savoir-faire véritable à ce niveau-là. Oui, je pense, et je pense que c'est quelque chose qui, avec tous les projets d'aménagement du territoire et de réalisation d'infrastructures qu'a connu le Maroc au cours des 20 dernières années, je pense que c'est effectivement une réelle expertise aujourd'hui qui existe au niveau du Maroc pour
la réalisation de ces entreprises, aussi bien au niveau de la maîtrise d'ouvrage qu'au niveau des entreprises, parce qu'il faut dire aussi que les entreprises marocaines, elles ont accumulé énormément d'expertise aujourd'hui au niveau des BTP, et on le voit d'ailleurs hein, sur tous les grands projets qui sont réalisés aujourd'hui au Maroc, y compris les stades. Toutes les entreprises sont marocaines, les ports aussi. On parle si on prend l'exemple de Nador West Med ou de Dakhla Atlantique, et c'est quelque chose, je pense que c'est une fierté pour le pays. Hein. C'est cette professionnalisation et cette montée en expertise qu'a connu aussi bien les maîtres d'ouvrage publics que les entreprises de construction. Je pense que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui va vraiment encore continuer à porter ses fruits dans l'avenir. Donc, je disais que aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train d'entamer une nouvelle phase aussi, qui est donc la phase de développement. On est en train de discuter avec eux justement d'une nouvelle convention, donc pour les accompagner dans cette phase de développement. Il y a aussi d'autres pays hein, du continent africain qui ont sollicité l'expertise de Marchik Ahmed. Il y a eu des relations, des discussions avec le Gabon, le Madagascar, les îles Comores. Je ne sais pas si j'en oublie Sierra-Leone, mais en tout cas, il y a le Congo. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une réelle volonté de dupliquer ce schéma-là et cette expérience au niveau d'autres pays du continent africain. Voilà, Madame Herbigui, ne serait-ce que pour revenir un peu à l'échelle marocaine, j'allais dire à l'échelle nationale, c'est vrai que notre pays souffre, en tout cas les régions comme celle-ci, souffrent de disparités territoriales, je dirais. Et c'est vrai que la région de l'Oriental n'échappe pas non plus à cette problématique. Nous avons Berkane, nous avons Nador. Qu'est-ce qui est fait justement pour pouvoir réduire un peu ce phénomène-là, ne serait-ce que pour éviter effectivement que tous ces changements profitent peut-être à une seule zone, Saïdia, tout en délaissant peut-être certaines autres. Quelle est la stratégie, quelle est la politique qui est engagée pour pouvoir effectivement essayer d'atténuer le plus possible ce qui pourrait apparaître comme une disparité au niveau des territoires? Exactement. Donc, la région de l'Oriental, si on veut dire, souffre de cette disparité territoriale. Mais le département du tourisme accompagne accompagne cette problématique à travers comme premier pilier de développement, c'est l'amélioration de la connectivité aérienne de la région à travers la création de nouvelles lignes domestiques et internationales. Et on vise également à créer 190 000 sièges additionnels à l'horizon 2030 au niveau de l'aérien. Donc ça, c'est la première solution, à mon avis, pour désenclaver la région. Et puis, travailler sur les campagnes de publicitaires autour de la station. Donc, essayer d'être présent dans les salons internationaux du tourisme, essayer de présenter la destination, le territoire, les atouts dont regorge la région pour faire connaître la région. Parce que, à part les MRE, comme a dit ma collègue, les gens originaires de la région, les autres n'ont pas parfois l'audace de visiter la région. Donc, il y a un travail, un effort à faire dans ce sens, donc pour faire connaître le territoire. Voilà, donc c'est les deux piliers dont on travaille. Il faut également, c'est vrai qu'il y a un travail colossal qui a été fait dans ce sens, mais il faut aussi converger les efforts de toutes les institutions, de tous les partenaires publics et privés pour arriver justement à créer cette marque territoriale de l'Oriental dont on rêve. Ça fait longtemps qu'on rêve de créer une marque du territoire. Je pense qu'on est... La marque, c'est quoi, le label? La marque, ouais. Oui, le label, voilà. c'est quoi? Ça serait quoi pour chacun propose une proposition, mais je suis sûre qu'il y en a, qu'il y en a de multitudes. Ah, c'est sûr. En tout cas, ça sera la Méditerranée. Ça, c'est une évidence. Madame Hassani, il y a quand même un fléau pendant longtemps qui est resté malheureusement collé un peu à la région de l'Oriental. C'est celui de la contrebande. C'est vrai que nous, quand on arrive de Casablanca,
On s'aperçoit aujourd'hui, alhamdoulilah, que ce phénomène-là a pratiquement disparu. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est par quel miracle, justement, on est arrivé à faire partir un peu ce problème-là et qui, malheureusement, voilà, portait pour une grande part préjudice à tous les secteurs et même le secteur du tourisme à un moment donné. Oula, c'est une question qui assez houleuse. Parce quand on parle de l'oriental, c'est voilà, en général la contrebande, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la contrebande pratiquement a disparu. Alors, c'est tout d'abord grâce aux décisions et aux directives, et puis à la clairvoyance de notre souverain Naïnsro, et puis aussi à tout le corps, je dirais, du ministère de l'Intérieur, à tous les gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont là, qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent en mode sous-marin et qui sont là pour d'abord veiller à notre sécurité et la sécurité de nos touristes. Donc c'est une problématique, je dirais, qui est internationale de toutes les régions qui sont frontalières. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est typique pour Saïdia ou la autre ou la Oujda. C'est-à-dire que toutes les régions frontalières, elles avaient comme source de vie ou là comme la contrebande. On parle aussi de Tanger, etc. Parce qu'il y a ça, et compagnie, de Nador, de Hada. Mais c'est quelque chose au-delà, c'est-à-dire de nos frontières, c'est-à-dire tous les pays qui sont frontaliers à Hada, ils ont cette pratique. Mais c'est pas ça qui dérange. Moi, je pense pas que c'est ça. C'est pas ça qui dérange ou là qui va freiner le développement touristique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la particularité que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des voisins qui ne sont pas des voisins. Donc, on n'a pas de connexion, etc. Mais dans le passé, il ne faut pas oublier que c'était quand même une source de prospérité. Il y avait des revenus, il y avait du commerce, il y avait quelque chose, du commerce légal. Hein, c'est-à-dire que c'était des gens qui transitaient par Oujda pour aller en Algérie, etc., et qui restaient dans l'oriental, qui dépensaient, etc., qui sortaient, qui allaient jusqu'à Marrakech. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une particularité politique qui aujourd'hui nous montre une situation, on va dire, un peu plus rigide au niveau des frontières. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, elle est maîtrisable et qu'effectivement, cette contrebande, elle n'existe plus. Et qu'aujourd'hui, même en termes de produits marocains, on a des offres aujourd'hui qui concurrencent tous les produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le complexe du produit étranger. On n'attend plus les éméreux pour nous ramener de l'eau de Cologne ou là du café. Donc aujourd'hui, on a ce qu'il faut. On a des centres commerciaux, on a des marques, on n'est plus, c'est-à-dire que c'est devenu banalisé. C'est-à-dire que même cet aspect de contrebande n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une production locale marocaine qui est à la hauteur et des produits aujourd'hui que nous consommons et que nous consommons avec fierté. Serhanimi, justement, est-ce que le fait de créer de grands projets comme Marchika, comme le grand complexe portuaire de Nador, est-ce que cela a contribué à atténuer, à faire disparaître en tout cas ce phénomène-là et à créer en arrière-plan des postes d'emploi aussi? Oui, forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu de tous ces projets, derrière, c'est vrai que c'est des projets d'infrastructure, c'est des projets d'aménagement du territoire, mais derrière, il y a toujours l'humain. Et c'est des projets qu'on fait pour l'homme avant tout. Et je pense que le développement social, il est au cœur des préoccupations du gouvernement et sous les directives éclairées de Sa Majesté d'ailleurs, parce que dans tous ces discours, on va forcément trouver le Marocain est au cœur des préoccupations et c'est pour le Marocain que tous ces projets se font. Et donc, in fine, s'il n'y a pas de retombée directe sur la population, c'est que quelque part, le projet n'a pas atteint ses objectifs. Donc oui, forcément, il y a de la création d'emplois. J'entendais tout à l'heure, à travers Nador West Med, 100 000 emplois attendus. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Et je pense que tout le monde sera heureux si on atteint ces chiffres-là. Le projet d'aménagement de la lagune de Marchika, bien sûr, on parle d'à peu près 33 000 emplois créés à ce jour, directs et indirects. Je pense que c'est aussi important. C'est des catalyseurs et des vecteurs de développement pour la province de Nador, mais aussi pour la région.
On a aujourd'hui annoncé, je disais tout à l'heure, à travers les appels à projets qu'on a initiés, un investissement attendu sur les 3 prochaines années d'à peu près 1,4 milliard de dirhams, donc qui va forcément se traduire par une création d'emplois importante au niveau de la province. Donc forcément, c'est des choses qui aujourd'hui offrent des alternatives à ce commerce illicite ou illégal qui pouvait caractériser ces zones-là. Après, je pense qu'il y a une réelle volonté politique de contrecarrer l'ensemble de ces mécanismes. C'était la même chose au niveau de Fnedaq avec la proximité avec Ceuta. Il a fallu du temps pour créer les écosystèmes nécessaires à endiguer ces phénomènes et à offrir des alternatives aux populations qui vivaient de ces commerces-là, parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois qu'on avait une grande part de la population, que ce soit au niveau du nord, au niveau de population qu'il faut après par la suite réintégrer, ne serait-ce qu'à travers la formation professionnelle déjà. Exactement. Donc il fallait effectivement créer tous les écosystèmes. Je pense qu'aujourd'hui le projet est un peu plus mature et au niveau de Fnedaq. Je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la province de Nador à ce niveau-là, justement pour faciliter, pour réenclencher, on va dire, cette dynamique économique qui s'est perdue en offrant les bonnes alternatives aux populations concernées. Et en parlant justement de la formation, et ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait, parce que l'un des vecteurs justement de cette attractivité touristique, c'est aussi la main-d'œuvre qualifiée. Et je pense que c'est aussi un sujet important sur lequel on doit travailler. C'est qu'aujourd'hui, le développement des infrastructures hôtelières repose sur une main-d'œuvre qualifiée qui aujourd'hui n'existe pas toujours. Et donc je pense que c'est un levier important à activer. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par cela en premier? Oui, bien sûr. La formation, l'éducation, c'est la base de toute activité, c'est la base du développement de tout pays. Bon, je pense qu'on a vu les professionnels et les différents acteurs du secteur s'exprimer tout à l'heure. Je pense que les choses sont quand même en marche. Bien sûr, il y a toujours des réorientations à apporter en fonction de l'évolution, parce que le monde aujourd'hui évolue très vite, les besoins évoluent très vite, et quand on parle des besoins, c'est les besoins des consommateurs, les besoins des employeurs, donc il faut savoir être à l'écoute et avoir cette capacité d'apporter des réponses très rapides pour pouvoir combler les besoins. Voilà. Alors, il nous reste pratiquement 3-4 minutes de discussion avant de donner la parole à l'auditoire. J'imagine qu'il y a des questions qui vont être posées. 1 minute pratiquement chacun pour clôturer. Madame Hassani, vous voyez comment la situation, la géographie, la région de l'Oriental d'ici quelques années? Voilà, qu'espérez-vous? Écoutez, nous, je pense qu'on a gagné en maturité. Je pense que le train, comme j'ai dit aujourd'hui, il est sur les rails. Qu'il y a une réelle volonté, que cette dynamique 2030, aujourd'hui, on est concerné, on la sent et elle nous porte, elle porte toutes les régions, mais aussi la région de l'Oriental, puisqu'il va y avoir aussi des concentrations et puis on est tenu aussi à se mettre à niveau. Et ça, c'est quelque chose qui va accélérer donc ce développement touristique. Nous sommes très confiants. En tout cas, comme je vous ai dit, les résultats aujourd'hui sont là. On a quand même, je pense, une dynamique qui est déjà installée. Et on continuera. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a des synergies qui vont être créées. Et on continuera, bien évidemment, à aller de l'avant pour atteindre les objectifs escomptés. Voilà. Wissam Erbigui, dites-moi comment voyez-vous un peu les années à venir, en tout cas pour la région. Moi aussi, je dirais que des efforts colossaux ont été fournis, qu'il reste certes des choses à faire, mais les statistiques parlent aujourd'hui d'elles-mêmes. On est à 23% de plus au niveau des arrivées, on est à 13% de plus au niveau de l'aérien. Donc on va bientôt atteindre ce niveau de maturité tant espéré. Reste à converger les efforts de toutes les institutions pour améliorer. Pour avoir de très bons résultats. En tout cas, des résultats qui sont déjà menés, dont on sent l'effectivité à partir d'aujourd'hui, en tout cas. Oussad Ranimi, c'est à vous. Dites-moi un peu comment voyez-vous cette région que vous aimez tant? Moi, je la vois d'un œil très, très positif. Je pense que, alhamdoulilah, aujourd'hui, je pense que tout le Maroc est en train de se développer. Toutes les régions du Maroc connaissent vraiment un développement qui est très important. Mais je pense quand même que les 10 prochaines années seront celles de l'Oriental. J'en suis convaincu. Je pense qu'il y a un certain nombre de projets très importants qui vont voir le jour, qui sont quasiment achevés, qui vont être ouverts en exploitation et qui vont avoir
au cours des 10 prochaines années des retombées extrêmement importantes sur l'ensemble des secteurs d'activité de la région. Il faut juste que l'ensemble des écosystèmes soient prêts à accueillir cette dynamique et à l'accompagner surtout. Et à l'accompagner, voilà. Exactement. Et pour revenir sur la thématique purement touristique, hein, qui était celle de notre panel, moi je vais juste conclure encore une fois en disant qu'il est important qu'on arrive à positionner aujourd'hui ce produit. Alors madame parlait, je pense mesdames, hein, on parlait de la population MRE, je pense que oui. Il faut continuer à faire connaître cette région et ses capacités et ses potentialités touristiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est vrai que si on analyse aujourd'hui, bon, je n'ai pas une cartographie précise de la clientèle, ou en tout cas des touristes qui arrivent à la région, mais on est essentiellement sur une fréquentation donc des gens de la région, ou des gens de la ville d'Oujda, donc qui vont fréquenter Saïdia massivement en été, mais aussi beaucoup de diaspora marocaine. Donc c'est important, bien évidemment, de maintenir, de consolider, d'entretenir ce lien de cette communauté marocaine à l'étranger, c'est très important, mais c'est aussi important de faire connaître cette destination à d'autres touristes, hein, autres que les nationaux qui reviennent par amour du pays. Il faut les préserver, je le disais, mais il faut aussi promouvoir cette destination auprès des autres et auprès des Marocains surtout, parce qu'ils doivent connaître cette région. Je pense que beaucoup ne la connaissent pas et c'est dommage. Oh, ben, ils finiront par la connaître. Avec tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, j'imagine que voilà, il y aura un effet positif en tout cas dans les cœurs et les esprits. Merci beaucoup. Hein, on va mettre un terme à cette réunion, notre troisième panel donc, du Forum économique régional. Merci encore une fois de nous avoir reçus avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'égards. C'est un forum donc, qui a été consacré cette fois-ci à la belle région de l'Oriental. Merci de nous avoir suivis depuis pratiquement ce matin. Et merci également de nous suivre sur l'Économiste, voilà, sur le site L'Économiste et également sur les réseaux sociaux. Encore une fois, nos remerciements les plus sincères et à très bientôt. Le Forum économique régional de l'Oriental et ses partenaires.